Bonjour, bonsoir à tous. Cette vidéo concerne les apprenants du niveau premier, terminal et universitaire. Au micro et à la réalisation, je suis Georges Tuente, Jimfo, Black et ingénieur en informatique. Dans cette nouvelle vidéo, notre étude sera centrée sur la description des concepts de base de données. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite bon cours à tous. Et je tiens à rappeler que vous pouvez bénéficier d'un pack contenant toutes mes vidéos de formation en informatique dans tous les domaines au prix promotionnel de 10 000 francs. Je vais vous laisser mon contact WhatsApp à la fin de la vidéo. Alors dans ce cours, nous allons travailler avec des personnages très connus, les Simpsons et Kirikou, qui vont nous aider à nous orienter dans le plan de notre cours et savoir nous orienter également sur des questions que nous devons nous poser pour mieux appréhender et comprendre notre cours. Alors je vais commencer par la première chose, la question à se poser, que Simpson va se poser, c'est quoi une base de données? C'est quoi une base de données? Puisque nous sommes en train de parler des bases de données. Et Kirikou, quant à lui, va dire c'est quoi un SGBD. Nous allons d'abord définir ces deux notions importantes. C'est quoi une base de données, c'est quoi un SGBD. Alors nous n'allons pas définir naïvement, mais nous allons prendre une situation de la vie, un exemple concret pour mieux comprendre, pour mieux appréhender les bases de données. Parce que tout ce qui est informatique s'appuie sur la vie réelle. Alors prenons par exemple là un établissement scolaire. Alors, dans un établissement scolaire, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Vraiment, quand vous avez un établissement scolaire physiquement, en fait, puisque logiquement, lorsqu'on parle de l'informatique, on conçoit ce qui est physique. On parle de ce qui est physique pour concevoir ce qui est logique. Alors, dans un établissement, par exemple, on peut retrouver, regardez, voilà un établissement scolaire. On peut retrouver, par exemple, les classes, les salles de classe. Et on voit que dans la salle de classe, par exemple, on a une salle de classe comme terminal C. On peut retrouver les différentes tables bancs comme on est en train de voir là. On peut trouver par exemple la première C, on peut retrouver la première A. Alors cet ensemble là, c'est-à-dire que tout ce n'est que quelques exemples bien sûr, cet ensemble, les salles de classe qu'on retrouve là, l'ensemble là peut être considéré donc comme une base de données. C'est ça qu'on peut dire. Et là, la base de données, c'est quoi? C'est une entité dans laquelle il est possible de stocker les données de façon structurée avec le moins de redondance possible. Alors, vous voyez donc, quand on dit structuré, vous voyez que dans un comme ça, le schéma nous montre, vous voyez donc que dans un établissement, chaque classe, on ne peut pas retrouver dans une classe les élèves que, par exemple, de première C en terminale C. Chaque élève appartient à une classe bien précise. Donc, il y a une salle de classe qui doit contenir les élèves uniquement de première C. Une salle qui doit contenir les élèves uniquement de terminale C. C'est ce qu'on appelle la structuration. C'est structuré. C'est-à-dire qu'on retrouve des données qui se trouvent là où ils doivent être. C'est ce qu'on appelle une structuration. Et vous voyez, les données sont structurées. Il y a moins de redondance. Ça veut dire quoi la redondance? Ça veut dire qu'en principe, on ne doit pas retrouver un même élève deux fois. La redondance, c'est la répétition. Si un élève est déjà en premier C, il doit pas être en terminale C. Voilà donc ce qu'on appelle une entité, un ensemble de données, mais qui sont organisées. Et dans une base de données, on peut trouver les tables. Regardez, les salles de classe que vous voyez là, chaque salle représente donc une table. Parce que dans une table, on retrouve là encore les données qui sont organisées en fonction de quelque chose. Donc une table possède généralement un nom, comme la première A peut être une table dans laquelle on retrouve des bancs où on va organiser donc chaque élève en fonction de cette table. Donc on peut dire donc que la salle de classe est une table et l'ensemble de toutes les tables donc, du lycée donc, de manière structurée vont former donc, ce qu'on appelle une base de données. Alors, dans l'établissement, on va continuer. Généralement, dans l'établissement est géré, regardez, par l'administration. Un établissement est géré par une administration. C'est que dans l'administration, on peut retrouver le proviseur, le censeur, etc. Alors, le rôle donc de l'administration, c'est de gérer la base de données. En fait, gérer l'établissement, en fait, c'est gérer la base de données. Donc, gérer tout l'établissement. Bref, on est en train de gérer la base de données. Et l'administration donc peut être assimilée dans ce qu'on appelle un SGBD, un système de gestion des bases de données. Ce que veut dire SGBD. Donc, son rôle, c'est de gérer. Donc, dans la conception, on peut dire aussi que dans l'administration joue le rôle de SGBD.
Alors, on voit donc que le RGPD, donc, c'est quoi? C'est un ensemble de services permettant la gestion des bases de données. Ça, c'est la bonne définition de RGPD. Ensemble de services permettant de gérer la base de données. Ça veut dire que dans un ordinateur, si on installe une base de données, on doit installer logiquement un logiciel qui va permettre de gérer les bases de données. Donc les deux vont ensemble. Donc généralement, à un RGPD, on associe une BD. On ne peut pas manipuler une BD sans RGPD. On ne peut pas aller à l'école, on ne peut pas avoir une gestion d'établissement sans administration. Alors, quels sont les rôles que l'administration peut généralement jouer, par exemple? L'administration peut insérer un élève. C'est un peu quand vous êtes nouveau dans un établissement, on peut dire, on recrute quelqu'un, on l'insère au lycée. On peut par exemple exclure, on peut le supprimer, exclure un élève, le supprimer l'établissement. On peut par exemple modifier le nom, c'est-à-dire par exemple, un élève a un nom mal orthographié, on veut modifier son nom. Ça, c'est le rôle de l'administration. Il se rend compte, il fait une requête qui va envoyer au niveau de l'administration pour modification. Alors, cet ensemble d'exemples que je viens de prendre, joués par l'administration, peuvent être donc appelés les exemples de fonctions de RGPD. On verra tout par la suite donc de manière détaillée les fonctions détaillées d'un RGPD, mais ça ce sont des exemples des fonctions que vous jouez dans le RGPD par rapport à une BD. Parce que quand on dit insérer un élève, il insère l'élève dans la base de données. Donc ça c'est une fonction du RGPD. Alors nous allons continuer donc toujours dans notre cours à se poser des questions, ce que Simpson se pose. Quelle est l'utilité d'une BD? Quels sont les modèles de BD? Alors, Kirikou nous dit aussi pose la question, quels sont les domaines d'application des BD? BD signifie simplement base de données. Et en anglais, comme vous savez que l'informatique est d'origine anglaise, on parle encore de database, base de données ou database, qui signifie que l'abréviation c'est DB. En anglais, on dit DB, qui dit database, en anglais BD, pour dire base de données. Donc là, on va dire, commençons par l'utilité d'une base de données. La base de données est utile en quoi? Premièrement, la base de données met les données à la disposition des utilisateurs pour la consultation. Elle met les données parce que c'est elle qui stocke les données. C'est elle qui conserve les données. Donc c'est elle qui met les données à la disposition des utilisateurs pour la consultation. Une saisie ou la mise à jour tout en s'assurant des droits accordés à ces derniers. Parce que c'est pour façon de dire que dans une base de données, tout le monde n'a pas les mêmes droits de modification. Exemple, dans un établissement, un professeur de maths ne va pas aller saisir les notes d'informatique. Non. La base de données ne doit pas lui permettre, ne doit même pas lui mettre à cet enseignant les données d'informatique. C'est pour ça qu'on dit en fonction des droits. Tous les enseignants n'ont pas, tous les utilisateurs n'ont pas les mêmes droits. En fonction des droits. Si on a accordé à un professeur de mathématiques de saisir les notes aussi, par exemple de chimie, alors il aura ce droit et il aura la possibilité de modifier. Mais les droits permettent de sécuriser la base de données. Un autre service, une autre utilité, l'utilité de la base de données, la possibilité de pouvoir être accédé simultanément par plusieurs utilisateurs. Donc elle peut être accédée par plusieurs utilisateurs. Ça veut dire quoi? Exemple, quand vous voyez dans une base de données, un enseignant de maths peut remplir ses notes, un enseignant d'informatique remplit également ses notes à partir de son téléphone ou de son ordinateur. Ce n'est pas qu'un enseignant de maths remplit avant que l'enseignant d'informatique remplisse. Non. On peut avoir 20 enseignants qui remplissent les notes au même moment. Sur Facebook, on peut être connecté ensemble au même moment. Donc ça veut dire que on peut accéder tous à la base de données au même moment. C'est ça que je dis, la possibilité de pouvoir être accédé par plusieurs utilisateurs simultanément. Voilà donc les deux grandes utilités d'une base de données. Alors passons dans un autre cas, les domaines d'application des BD. Ça veut dire qu'on utilise les BD dans quel domaine? On peut utiliser dans les banques, on peut utiliser dans les sites internet, on peut trouver base de données sur l'informatique, pharmacie, établissement scolaire, etc. Maintenant, quels sont les modèles de base de données? Vous savez, avant d'utiliser une base de données, il faut savoir qu'il existe plusieurs modèles. Même lorsqu'on veut construire sa maison, il y a beaucoup de modèles, mais il y a un modèle standard que tout le monde se base sur ça, parce que on parle des modèles, quand on dit même modèle standard, c'est en fonction de ses avantages, en fonction de sa convivialité. Donc on ne choisit pas un modèle au hasard. Mais on va se rendre compte qu'à partir des modèles que je vais vous présenter, qu'il y a un modèle
qu'on utilise aujourd'hui grâce à ses avantages. Donc, on va voir par exemple que les modèles de base de données qui existent, il y a le modèle hiérarchique. Alors, vous voyez là, vous avez un peu un schéma juste en bas qui montre un peu l'arborescence du modèle hiérarchique. L'arborescence est descendante, c'est-à-dire que les données vont du haut vers le bas. Il y a le modèle réseau. Alors, le modèle réseau, l'arborescence est descendante. On voit aussi qu'il y a une flèche qui illustre que ce n'est pas forcément descendant. Ça peut aller dans tous les sens. On a le modèle objet. Les données peuvent être représentées dans ce modèle. Alors, dans ce cas, on parle de SGBDO. Pour dire système de base de données, système de gestion des bases de données objet. Donc, dans un modèle objet, on peut utiliser les SGBDO, donc les systèmes de gestion des bases de données objet. On a le modèle déductif, là, et enfin le modèle relationnel. Alors, le modèle qui nous intéresse, donc parmi les 5 modèles que j'ai présentés, c'est le modèle relationnel. Et vous voyez bien que dans le modèle relationnel, les données sont organisées sous forme d'une table relationnelle. Où la table relationnelle, vous voyez, il y a des lignes et des colonnes. C'est ça ici. Si vous ne voyez pas bien, je reviens, regardez, c'est ça. Voilà, c'est ça le modèle relationnel. Donc, c'est le modèle sur lequel est calqué toutes les bases de données qu'on retrouve aujourd'hui dans nos machines ou dans nos entreprises. C'est le modèle le plus utilisé. Et entre parenthèses, vous voyez, le système de gestion des bases de données utilisé, c'est le SGBDR, qui signifie système de gestion des bases de données relationnelles. Donc, à chaque modèle, il y a également un système de gestion lié. Ici, on parle de SGBDR. Alors, nous allons mieux comprendre comment fonctionne ce modèle relationnel dans la suite de notre vidéo. Nous allons donc vous rappeler que pour mieux appréhender votre formation, votre compréhension, votre amour pour l'informatique, je vous recommande cette collection, la collection Le Leader en informatique, qui est une collection riche en APC, qui contient des cours, des leçons bien élaborées, détaillées, respectant donc la progression nationale en informatique. Elle contient également des sujets corrigés d'examen, des sujets type examen, des sujets des grands établissements. Alors, elle est accompagnée d'un CD dont on voit à l'écran qui contient tous les cours vidéo, les exercices d'application vidéo, des sujets d'examen corrigés vidéo, des sujets type examen vidéo pour chaque classe. Alors, elle concerne les classes d'enseignement général allant de 6e en terminale, de premier TI, terminale TI. Elle concerne également l'enseignement technique de première année en terminale industrielle. Alors, voici mon contact WhatsApp, 679 63 76 et 22 pour n'importe quel type de commande. Elle se retrouve dans toutes les villes du Cameroun. Alors, vous pouvez également nous retrouver sur notre page Facebook ou YouTube, Le Leader en info. Alors, si également à la suite de ce manuel, vous désirez avoir une formation de qualité, une formation avec des enseignants chevronnés, expérimentés pour votre avenir, autant pour moi, je vous recommande donc cette grande école, cet institut de formation professionnelle que vous avez à l'écran, dont je suis l'un des promoteurs qui a déjà fait ses preuves et qui continue de faire ses preuves, qui vous ouvre les portes à travers les filières assurances, sécurité réseau, infographie, secrétariat biotique, secrétariat médical, maintenance des réseaux, développement d'applications, formation à la carte, secrétariat comptable, délégué médical, auxiliaire en pharmacie. Et vous avez la possibilité de vous former efficace et en moins de temps, en un an, ce n'est que 1 an, 9 mois de cours théorie, 3 mois de stage. À la fin, vous composez donc le DQP, diplôme de qualification professionnelle, et après cet examen, vous avez un diplôme offert par le ministère de la formation professionnelle. Alors, nous allons continuer avec notre cours. Quels sont les services et caractéristiques des SGBD? Tout à l'heure, nous avons parlé des bases, non pas maintenant des systèmes de gestion de bases de données. Je vous rappelle qu'en anglais, SGBD, c'est Database Management System, qui veut dire DBMS. En anglais, Database Management System. Alors, les caractéristiques des SGBD, qui se pose la question également, quels sont les exemples de SGBD? Alors, les premiers, les services d'un SGBD sont, on peut trouver quoi? SGBD permet l'accès aux données de façon simple. Un autre service autorise un accès aux données à de multiples utilisateurs. Et autre service également
permet de manipuler les données présentes dans la BD. Alors quand on dit manipuler, on voit quoi? Quelles sont les manipulations qu'on peut faire à partir d'une base SGBD? On voit qu'on peut insérer, supprimer, modifier, consulter les données dans une BD. Donc voilà les trois grands services offerts par les SGBD. Alors quels sont les gens de SGBD qu'on a aujourd'hui? MySQL, MSQL, Oracle, Interbase, Sybase, PostgreSQL, Access, Ingress. Alors, comme caractéristique des SGBD qu'on peut avoir, vous savez, les caractéristiques permettent de déterminer la qualité d'un SGBD. Alors, on a par exemple la manipulabilité, ça signifie que un SGBD doit être facilement manipulable, un peu comme aujourd'hui, de nos jours, les enfants avec nos téléphones, les systèmes d'exploitation qu'on installe à nos téléphones sont tellement manipulables que même les enfants de 1 an, 2 ans sont capables de manipuler nos téléphones, manipuler Facebook. C'est ça qu'on appelle la manipulabilité. Donc ça doit être facile à manipuler. Ça ne doit pas être seulement une affaire des informaticiens. Tout le monde doit être capable d'utiliser. Alors quand vous allez dans une structure comme la banque, vous trouvez par exemple la caissière qui manipule l'application de gestion de la banque. Elle n'a pas besoin de faire l'informatique pour une spécialisation d'informatique pour faire la manipulation. C'est ça qu'on appelle la manipulabilité en fait. On a la vérification de l'intégrité. Quand on dit l'intégrité ici, c'est quoi? C'est que les données doivent se trouver là où elles doivent être. Exemple, dans un logiciel de gestion des notes, on ne doit pas retrouver un élève de terminale C inscrit, son nom retrouvé se retrouve dans une classe de premier C. Là, on parle de la non-intégrité en fait. On a la partageabilité des données, voilà. Les données doivent être faciles à être partagées entre trucs. Il y a la sécurité des données, voilà. Les données doivent être sécurisées. On ne doit pas facilement accéder aux données. Les données doivent être accessibles par n'importe qui. C'est pour ça que tout à l'heure, on a dit que les données doivent être accessibles en fonction des droits accordés. Ce n'est pas de sécurité, sinon un prof de mathématiques qui se retrouve dans les notes d'informatique d'un établissement, qui peut modifier les notes d'informatique, ça veut dire que les notes ne sont plus sécurisées. Alors, on parle de la rapidité d'accès. Bien évidemment, un jeu doit être rapide. L'administration centralisée, ça doit être centralisé, c'est-à-dire que aujourd'hui, dans une, le SGBD doit permettre, par exemple, quand on prend le cas d'une banque, aujourd'hui, je n'ai pas touché mon argent à Douala, je n'ai pas touché mon argent dans une banque à Tchang. On doit avoir, la banque de Tchang doit prendre en considération ce qui est à Douala. C'est-à-dire que si je retire 10 000 à Douala, si mon compte c'était 50 000, ça doit signaler qu'il reste 40 000. À Tchang également, ça doit signaler qu'il reste 40 000. Ça signifie que le système est centralisé parce que ça prend en compte donc des paramètres de modification dans toutes les villes. Alors là, on a également la limitation de la redondance. La redondance signifie la répétition. Redondance, ça veut dire qu'il ne doit pas avoir, par exemple, le nom de quelqu'un sur une liste 2 fois. C'est impossible. On ne peut pas sortir une liste d'une classe, par exemple, d'une base de données. On retrouve le nom qui revient 2 fois, alors que la personne existe en un seul exemplaire. Donc on doit avoir, c'est ça, on ne doit pas avoir une redondance. Alors autre chose, c'est l'indépendance logique et l'indépendance physique. Donc ça veut dire quoi l'indépendance physique et logique? Ça veut dire que la base, l'application ne doit pas dépendre seulement d'une seule machine, d'un environnement, autant pour moi. C'est-à-dire qu'on peut utiliser ça sur un téléphone, on peut installer par exemple une application sur un téléphone, on peut installer sur Windows XP, on est sur Windows 7. Donc ça ne doit pas dépendre ni du logiciel ni du matériel. On doit déployer sur n'importe quel type. On doit rendre ça mobile. Comme aujourd'hui, les logiciels de gestion des notes se fait dans l'établissement. On peut remplir à partir du téléphone, on peut remplir à partir de son ordinateur, on peut remplir à partir de sa tablette. C'est ça qu'on appelle l'indépendance. Ça ne dépend pas d'un environnement précis. Bien, nous allons donc terminer donc par notre partie. C'est quoi une base de données relationnelle et nous allons voir les parties d'une table relationnelle. Alors, lorsqu'on parle d'une base de données relationnelle, regardez, la base de données relationnelle est une base de données structurée sous forme de tables, les unes pouvant être en relation avec les autres. Je dis base de données relationnelle parce que nous avons défini base de données au départ de notre cours, mais on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs modèles de base de données. Et on a vu que nous intéressons, nous allons nous intéressons particulièrement au modèle relationnel, d'où la notion base de données relationnelles. Et on a vu que lorsqu'on parle de relationnel, on voit des tables, on parle plutôt des tables. Donc c'est pour ça qu'on définit base de données comme quoi? Relationnel comme base de données structurée sous forme de tables, les unes pouvant être en relation avec les autres. Ça c'est la définition de base de données relationnelle. Qui dit relationnel parle de table.
et parle des relations entre ces tables. Alors là, nous parlons maintenant des parties d'une table relationnelle. Alors la table relationnelle, nous allons la voir en image. On va d'abord commencer par définir une table relationnelle. C'est quoi une table relationnelle? C'est un ensemble de données complémentaires organisées sous forme de tableaux, donc, où les colonnes correspondent à des champs et des lignes à des enregistrements. Donc ça, c'est la définition de table relationnelle. Je vais dire que dans la table relationnelle, on a les colonnes qu'on peut appeler des champs et on a des lignes qu'on peut appeler des enregistrements. Donc les données sont en fait organisées dans une forme de tableau où on peut appeler dans le nom des colonnes des champs et les lignes simplement des enregistrements. C'est tout. Si vous comprenez la définition, ça veut dire que vous êtes capable de comprendre donc les parties d'une table. Regardons donc cette table là. Exemple. J'ai pris un exemple de table. Voici la table élève. Alors vous observez bien qu'il y a un tableau et on a rempli la table. Voilà. Alors on va essayer de comprendre cette table. Dans cette table, on va voir que, regardez, matricule. Le nom, on a dit que les noms des colonnes, les colonnes correspondent à des champs. Ça veut dire que quoi? Voici la colonne quoi? Matricule, nom, prénom, date de naissance, sexe sont appelés quoi? Des champs. Et il y a combien de champs ici? Il y en a 5 champs autant pour moi. On a exactement 5 champs. Voilà, le nom des colonnes, ce sont les champs. Ce qu'on vient d'utiliser dans la définition de table relationnelle. Alors regardez ici. Là, voici une ligne, 2 lignes, 3 lignes. On les appelle donc 3 enregistrements. Dans la définition, on a dit que les lignes correspondent à des enregistrements. On peut encore les appeler les tuples. On dit enregistrement ou tuple. Très bien. Et parmi ces champs, revenons sur les champs. Généralement, parmi ces champs, il y a un champ particulier, en fait. Un champ spécial, dont les valeurs sont uniques dans la table. Comme par exemple, c'est le champ, quand on regarde par exemple le champ nom, est-ce que ça peut être le champ nom? Ce n'est pas possible. Vous voyez bien que dans le champ nom, il y a 2 personnes qui s'appellent qu'un fac. Ça veut dire que le champ nom ne peut pas avoir des valeurs uniques. Parce qu'on peut avoir 2 mêmes noms. Comme le cas dans notre table, on a prénom, regardez. Dans prénom, on peut avoir 2 personnes qui s'appellent Marie. Date de naissance, on peut avoir 2 personnes qui sont nées le même jour. Sexe, on peut avoir 2 personnes qui sont féminines. Mais au niveau du matricule, le matricule, généralement, ce sont des champs spéciaux qui ont une valeur unique. Ça peut être, exemple, un autre exemple du matricule, on peut avoir le numéro de CNI. Alors, ce champ-ci que j'ai mis en jaune, là, est appelé donc ce qu'on appelle la clé primaire. La clé primaire, donc, c'est quoi? C'est un champ particulier qui permet d'identifier quoi? Un enregistrement de manière unique, pardon, qui permet d'identifier de manière unique un enregistrement d'une table. Alors voilà la définition, c'est une donnée ou un champ particulier permettant d'identifier de manière unique un enregistrement d'une table. Ouais, donc pour un enregistrement, on peut le distinguer uniquement par son matricule parce que si on utilise une autre valeur, on peut avoir la même valeur ailleurs. Donc là également, on peut dire donc une clé, qui parle de clés primaires, parle de clés étrangères. C'est vrai qu'on va aborder la notion de clés étrangères dans une autre vidéo lorsqu'on parlera du MCD. Mais il faut comprendre que la clé étrangère est une contrainte qui garantit l'intégrité référentielle entre 2 tables. Donc c'est une contrainte qui garantit l'intégrité référentielle entre 2 tables. Alors quand on parle de contrainte d'intégrité, dans une table on peut avoir des contraintes d'intégrité. Regardez par exemple, exemple de contrainte. Un exemple juste de contrainte d'intégrité. Lorsqu'on parle de contrainte, on peut par exemple dire que le matricule est obligatoire. Ça veut dire que tout le monde doit avoir le matricule. C'est une contrainte d'intégrité. On peut par exemple dire que le prénom n'est pas obligatoire. Ça, c'est notre contrainte d'intégrité. Regardez par exemple Tagne, au deuxième enregistrement, on a Tagne qui n'a pas de prénom dans notre table. Ça, c'est une contrainte. Ça veut dire qu'on doit pas obliger tout le monde d'avoir un prénom. Si vous obligez tout le monde d'avoir un prénom, ça veut dire que le jour où un élève qui n'a pas de prénom arrive, il ne pourra pas s'enregistrer dans votre table. Donc, généralement, lorsqu'on dit qu'une contrainte d'intégrité, ce sont des exigences qu'on doit appliquer à la table. Exemple, dont on a par exemple matricule est une clé primaire. Lorsqu'on définit déjà un élément comme clé primaire, c'est une contrainte d'intégrité, ça veut dire qu'on le contraint à être une clé. Et j'ai utilisé l'expression primary key. On verra dans les requêtes SQL dans une autre vidéo que lorsqu'on veut définir une clé primaire, on dit primary key, c'est une contrainte d'intégrité. Lorsqu'un champ est obligatoire,
on dit note nulle. Note nulle pour dire que la valeur du champ ne doit pas être nulle. Comme par exemple le nom, tout le monde doit avoir un nom. C'est une contrainte d'intégrité. Et lorsque un champ n'est pas obligatoire, ne met pas note nulle. Voilà quelques exemples de contraintes d'intégrité. Donc en fait, la contrainte d'intégrité définit la cohérence des données dans une table. Alors, rendu donc à la fin de notre vidéo, nous avons eu à distinguer dans la notion de RGBD base de données. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, si vous voulez bénéficier donc de tous les cours vidéo de formation en informatique, vous pouvez profiter du pack donc, qui est de 10 000 francs contenant tous les cours vidéo à travers mon numéro que je vous ai donné dans la vidéo. Je rappelle 619 63 76 22. À bientôt.